Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actu du foot européen à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle, très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission chargée, vous allez voir, voici le programme. On commencera avec le sujet de la semaine, évidemment ce PSG Liverpool qui nous attend en quart de Ligue des Champions. Analyse croisée avec Philippe Auclair d'un côté qui va nous parler des difficultés de Liverpool, Elton Mokolo de l'autre qui nous parle d'un PSG qui va bien. Analyse croisée, donc évidemment, dans un second temps, on prendra un peu le temps avec Elton de parler de ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end avec peut-être un tournant majeur dans la course au titre, mais aussi à la Ligue des Champions. On ira ensuite voir Ana Caro du côté de l'Espagne, les clubs espagnols très engagés dans cette semaine de Ligue des Champions avec un Barça Atlético qui nous intéressera beaucoup, mais aussi un Real Bayern, le Real qui vient de perdre et évidemment tous les projecteurs sont encore une fois braqués sur Kylian Mbappé. On fait le point sur ce qui ressemble à un coupable idéal dans la presse madrilène. On terminera ce tour d'Europe avec la Bundesliga et surtout le Bayern Munich d'Harry Kane. Harry Kane incertain avant cette rencontre face au Real. David va nous donner les dernières infos au sujet de sa blessure et puis on fera le point sur ce à quoi ressemble ce Bayern sans sa star anglaise. Vous verrez qu'il y a quand même 2 ou 3 solutions pour compenser si l'anglais n'est pas là. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Vous pouvez retrouver donc Tour d'Europe en intégralité sur la chaîne YouTube d'Eurosport France toutes les semaines. Les meilleurs moments de l'émission en petite pastille vidéo sur eurosport.fr. Vous aurez aussi des extraits sur les réseaux sociaux. Vous avez le topo complet. On est prêt. C'est parti. Allez, on commence ce Tour d'Europe avec le sujet principal de cette semaine de foot européen, ce PSG Liverpool qui nous attend mercredi soir en quart de finale. Aller de Ligue des Champions. Pour en parler, les meilleurs, bien sûr. Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1. Salut Elton, comment ça va ? Salut Arthur, salut Philippe et salut à toutes les personnes qui ont regardé cette émission, bien évidemment. Et Philippe Auclair, bien sûr, notre spécialiste du football anglais. Salut Philippe, est-ce que tu as passé un bon week-end de FA Cup ? On va en parler un petit peu après. Oui, on peut appeler ça un bon week-end, mouvementé en tout cas. Voilà, c'est ça. Bon, ne tardons plus, évoquons tout de suite ce PSG Liverpool qui nous attend mercredi, remake du 8e de finale de la saison passée entre les deux équipes. Messieurs, vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien cette question du favori au début des sujets, mais est-ce que je peux vraiment la poser comme ça cette semaine ? Je ne sais pas. Est-ce que ce PSG finalement, vu le contexte qui entoure les deux équipes, n'est pas le grand favori de cette double confrontation ? Je me tourne d'abord vers toi, Elton. Je me contenterai de dire favori, le grand favori sur une double confrontation à ce stade de la compétition quand on connaît justement l'histoire de la Ligue des Champions. Je n'irai pas jusqu'à dire grand favori parce qu'il faut se méfier des tendances, mais ceci étant, le PSG pour moi est le favori de cette double confrontation. Quand bien même, il faut quand même le rappeler, Liverpool a terminé 3e de la phase de Ligue parce qu'on aurait un peu tendance à l'oublier, mais c'est bien le Liverpool qui a été top 8 et non le PSG. Maintenant, on le sait très bien, avec Luis Enrique et surtout le PSG, il y a la réalité d'un PSG en phase de Ligue et il y a surtout la réalité d'un PSG en phase éliminatoire. Pas seulement depuis cette saison, pas seulement depuis la saison dernière, mais depuis la saison 2023-2024, où je rappelle, le PSG avait terminé 2e derrière le Borussia Dortmund. Ça, ils n'avaient pas empêché d'aller en demi-finale. Et ensuite, le reste, tout le monde le connaît. Philippe, je me tourne vers toi maintenant. On avait presque envie de s'emballer un peu pour Liverpool après le dernier tour face à la Galatasaray, et en particulier ce match retour où tout le monde s'était un petit peu emballé. On avait l'impression que c'était le déclic. Bon, 2 défaites s'en sont suivies, dont une assez lourde face à Manchester City en Cup ce week-end. Comment tu les sens, les Reds, j'imagine, en difficulté ? Je les sens en difficulté, je les sens en train de se poser beaucoup de questions. Quand tu écoutais parler Arne Slot, quand tu écoutais parler Dominique Szoboszlai, Virgil van Dijk, ils ont eu des mots très durs pour eux-mêmes en fait, après la défaite contre Manchester City. Il y a quand même quelque chose, je mettrais un bémol, parce que si tu veux, en ce moment, je crois que tout ce qui entoure Liverpool est très négatif. Donc, tu as ces chants dans le stade, You'll be sacked in the morning, tu vois, tout ce genre de choses. Tu as beaucoup de chroniqueurs qui se posent la question, combien de temps va-t-il durer ? Va-t-il y avoir des changements avant la fin de la saison ? Va-t-il y avoir des changements cet été ? Donc, c'est très négatif tout ce qui entoure Liverpool. Je dirais attention, parce qu'il y a eu 2 Liverpool contre Manchester City. Il y a celui qui s'est complètement effondré en début de seconde période, et qui mérite toutes les critiques que l'on peut émettre à son égard. Et puis il y a celui qu'on a vu pendant les 25 ou 30 premières minutes de la rencontre, qui était franchement enthousiasmant.
Je sais, là, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais c'est aussi mon rôle, parce Bien que sûr. je vous rappelle quand même que les deux grosses occasions, les deux premières grosses occasions de ce match, au passage, première période, elle était pour moi absolument fantastique au niveau de la qualité du jeu et de la volonté des équipes d'aller de l'avant. Mais les deux premières grosses occasions, c'est pour Liverpool. Tu as le dégagement de Mamardashvili que Mohamed Salah récupère pour se retrouver en 1 contre 1 contre Trafford. Alors, ok, l'angle est un petit peu fermé, mais le Mohamed Salah d'il y a 3 ou 4 ans, il te met la balle au fond. Là, son tir n'est pas assez appuyé, Trafford peut le mettre en corner. Ensuite, à la deuxième occasion, c'est pour Hugo Ekitike, qui met le ballon au-dessus du but, alors que franchement, il doit cadrer sa frappe. Et moi, ce que j'ai vu en particulier pendant ces premiers échanges, je veux dire contre Manchester City, je voyais la façon dont Wirtz et Ekitike combinés ensemble, c'était un ravissement, c'était magnifique à voir. Et une équipe de Liverpool qui, franchement, jouait du très, très bon football. Mais, parce que bien évidemment, il y a un mais quand tu perds 4-0, le problème, c'est que lorsqu'ils se sont retrouvés en situation où il a fallu vraiment donner, être là dans le combat, plus personne. Plus personne. Et même à 2-0 à la mi-temps, bon, il concède un penalty idiot, ça arrive. Ensuite, le deuxième but de Manchester City, il est somptueux. Bon, tu as vu le petit ballon de Cherki qui, au passage, fait encore Ouais. un grand match. Absolument superbe. Le petit ballon de Cherki pour Semenyo et la tête décroisée de Erling Haaland, c'est une tête de classe mondiale, il n'y a pas de problème. Mais à 2-0, tu peux encore remonter. Eh ben non, il n'y avait plus personne. Et en fait, tout va dépendre, je pense, pour le PSG, du Liverpool que tu vas voir. Si tu vas voir le Liverpool qu'on a vu contre Galatasaray, bon, adversaire d'une faiblesse insigne, on est d'accord, mais qu'on a vu contre Galatasaray et au moins pendant une grosse partie de la première période contre Manchester City, ou si tu vois celui de la seconde période. Celui de la seconde période, il n'a pas une chance contre le PSG. Il n'y a bien pas une. Il y Par a- contre, celui qu'on voit contre Manchester City, le début de l'entame de match, celui-là peut mettre le PSG à mal, parce que vous allez me confirmer que ce PSG défensivement n'est pas absolument parfait et imperméable. Alors, je me tourne vers toi. C'est Philippe qui pose la question idéale. Est-ce qu'il y a cette incertitude-là sur la défense du PSG? Ou est-ce que globalement, au regard des dernières sorties du PSG, depuis ces difficultés rencontrées contre Monaco, on a l'impression de voir un PSG quand même plus cohérent depuis quelques semaines? Il y a eu cette double confrontation contre Chelsea. Est-ce qu'il arrive dans sa meilleure forme au meilleur moment? C'est indéniable qu'on voit un PSG qui est plus compétitif, qui est un peu plus cohérent. Il n'empêche que sur la double confrontation contre Chelsea, où on s'est beaucoup attardé évidemment sur le 8-2 en score cumulé, et à l'intérieur de cette double confrontation, on a mis en avant un joueur, ou plutôt un gardien, Ouais. Safonov, qui avait été déterminant au match aller contre Chelsea, mais aussi au match retour, quand bien même le score était large. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté du PSG, à l'intérieur même de cette dynamique qui est quand même positive, il y a quand même des interrogations. Je veux Ouais. dire, l'identité de l'axe droit, pour moi, ça va être très important, que ce soit Marquinhos ou Zabarni. A priori, ce devrait être Marquinhos, mais Marquinhos, on peut pas dire que ce soit l'assurance tout risque Ouais. en ce moment. Défensivement, on sait que sur le côté gauche, Nuno Mendes, offensivement, ça fait la maille, mais à côté de ça, défensivement, il peut avoir des largesses. Donc, Liverpool aura des atouts, Liverpool aura des arguments à faire valoir, parce que moi, quand je suis totalement d'accord avec Philippe, en fait, quand je vois le Liverpool 2025-2026, c'est Dr Liverpool ou Mister Liverpool. Ça veut dire que, en fait, on parle d'une équipe qui, justement, est capable d'avoir de mauvais résultats, est capable d'être dans une dynamique qui est mauvaise, mais en même temps, on parle d'une équipe qui, en termes de qualité de jeu et en termes de résultats, je veux dire, Arsenal n'a pas gagné un match contre Liverpool cette saison. Le Real Madrid a été battu par Liverpool et le 1-0 ne dit pas tout de la réalité du match. Il y a eu le déplacement à l'Inter, le match contre Atlético. Tout ça, c'est le Liverpool 2025-2026 qui a cette irrégularité qui peut lui faire mal à des moments clés, et notamment sur la Ligue des Champions, mais qui a des arguments à faire valoir. Donc moi, je pense que le PSG, et surtout Luis Enrique, vont être très 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 méchants à l'idée d'affronter Liverpool sur la réalité du double confrontation, avec, ne l'oublions pas, un retour à Anfield. Ouais. Un retour à Anfield, quand bien même l'année dernière, le PSG s'était qualifié plutôt là-bas. bien passé. Avant de revenir à Philippe, je prolonge un petit peu sur les interrogations défensives et notamment dans les buts. On a parlé de Safonov. Alors, on se rappelle de ce match retour contre Chelsea, beaucoup de parades sur sa ligne. C'est moins convaincant dans les airs, moins convaincant au pied.
On a encore une prestation difficile face à Toulouse. Est-ce que c'est un point d'interrogation majeur, le poste de gardien de but au PSG, et qui peut pénaliser vraiment définitivement Paris cette saison dans cette compétition? C'est un point d'interrogation majeur, j'irai pas jusque-là, mais ça reste un point d'interrogation parce que l'adjectif que j'accolerais à Mathieu Safonov, c'est fantasque. Ouais. Fantasque parce qu'il est capable de tout, à savoir être un gardien, je l'ai évoqué, déterminant sur la double confrontation contre Chelsea. Mais en même temps, à l'image de son match contre Toulouse, il est capable d'avoir des sautes de concentration pendant 1 minute, c'est écran noir. Alors c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est pas forcément recommandé, surtout que en contraste, on a eu Donnarumma l'année dernière. Mais en même temps, voilà, c'est la réalité de la cage du côté du PSG, à savoir que du côté des gardiens, Chevalier a été déclassé tout du moins sur cette saison 2025-2026 et que Safonov, il a ses bons et il a ses mauvais côtés et le PSG va avancer avec parce que du côté du PSG, on est convaincu du fait de mettre un but de plus que l'adversaire, auquel cas on peut entre guillemets minorer la problématique du gardien. Mais évidemment, la problématique du gardien reste bien réelle. Il y a un vrai sujet autour des gardiens, Philippe, aussi à Liverpool, puisqu'Alisson sera forfait pour ce match. À quel point c'est un problème? À quel point Mamardashvili fait l'affaire à sa place ou non? Explique-nous un petit peu ce contexte. Je vais minorer le problème pour utiliser une expression molochienne. Parce que, en effet, le substitut, d'ailleurs, c'est pas nouveau, avant c'était Kaler, maintenant c'est Mamardashvili. Alisson reste Alisson. Vous vous souvenez des performances il a peut-être fait jouer le meilleur match de sa carrière contre le PSG, si je ne m'abuse, Alisson. Mais c'est bien évidemment, c'est un moins, mais ça n'est pas quelque chose de déterminant. Ce n'est pas l'identité du gardien de Liverpool qui va déterminer le sort de cette double confrontation. Donc, je ne pense pas que ce soit ça qui empêche Arne Slot de dormir. Je pense que ce qui empêche Arne Slot de dormir, c'est qu'il n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle ces joueurs qui peuvent tout d'un coup, tout simplement tout lâcher, ne plus être là dans les duels, ne plus être là pour couper les trajectoires de ballon, se regarder les uns les autres, ne plus avoir la communication qu'ils avaient quelques minutes plus tôt. C'est ça qui le dérange et qui dérange ces joueurs également. Ce n'est pas le gardien. Il y a d'autres cadres, tu l'as dit, certains joueurs peuvent un petit peu lâcher, éteindre la lumière en cours de match. On est en droit de se poser quelques questions sur Virgil van Dijk à la sortie de son match difficile contre City, contre Mohamed Salah aussi qui souffle chaud, le froid. Pareil, à l'image de Liverpool, on était plutôt optimiste après sa prestation contre Galatasaray. Là, c'est moins convaincant. C'est quoi l'état vraiment des troupes là? Est-ce qu'on est en mesure de s'appuyer sur ces cadres-là pour ce match-là? C'est très contrasté, on va dire ça comme ça. Il y a un problème sur les couloirs, il y a un manque de pénétration sur les couloirs qui était particulièrement criant contre Manchester City. Mohamed Salah, très honnêtement, on a vu contre Manchester City le Mohamed Salah qu'on ne veut pas voir et dont on comprend qu'il met un terme à sa carrière chez les Reds. Je t'ai parlé de l'occasion manquée et bien manquée en début de rencontre. Le penalty manqué également, qui ne change absolument rien au sort du match, on est bien d'accord, hein, vu qu'on est déjà à 4-0 à ce moment-là, mais il le manque à nouveau, comme il en avait manqué un contre Galatasaray. Et au passage, d'ailleurs, Mohamed Salah, franchement, sur les penaltys, c'est pas ça. Hein. J'ai regardé un petit peu ses stats, c'est même assez catastrophique pour un joueur de cette stature-là. Mais bon, ça, c'est autre chose. Virgil van Dijk, lui, pour moi, c'est problématique, mais moins problématique, parce que ce n'est pas la première fois cette saison qu'on se pose des questions, qu'on dit oui, il était la faute. C'est lui qui concède le premier penalty, et la faute sur O'Reilly, c'est Virgil van Dijk qui n'est pas franchement dans le coup. Mais lui, on a vu des réactions, c'est-à-dire qu'après des matchs où il était moins bon, voire carrément pas bon du tout, on l'a vu réagir et être de nouveau dominateur et être Virgil van Dijk. Ce qui surprendra absolument personne quand tu connais la personnalité du bonhomme. Je crois que le problème, c'est plutôt qu'en dehors de quelques joueurs comme Florian Wirtz, Hugo Ekitike et puis Dominique Szoboszlai, bien sûr, qui sont 3 joueurs qui, match après match, te donnent ce que tu as envie de voir d'eux. Derrière, c'est très inconsistant, c'est très irrégulier, voire même carrément décevant. Un autre, c'est Cody Gakpo. Souvenez-vous, hein, Cody Gakpo, il n'y a pas si longtemps, on disait, voilà, c'est le futur focus de l'attaque de Liverpool. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et tu as beaucoup d'incertitudes. On va dire que tu as beaucoup de zones de doute et beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau auquel on les attendrait.
et ça vaut pour Ryan Gravenberch, et ça vaut dans toutes les... Ça vaut pour Ibrahima Konaté, qui fait une saison quand même très, très, très compliquée. Et tu vas dans toutes les lignes, et mis à part les cas dont je t'ai parlé, les cas individuels, Szoboszlai, Wirtz et Ekitike, il n'y a rien à reprocher, même s'il y a parfois un petit peu de gâchis dans la finition. Les autres, très honnêtement, tu ne sais pas à qui tu vas avoir affaire. Et donc, on a, en l'occurrence, un PSG point d'exclamation qui va rencontrer un Liverpool point d'interrogation. Donc, ça dépend dans l'ordre dans lequel tu les mets. Tu vois, si jamais je note ça comme une partie d'échec, si je mets le point d'interrogation devant, bah, c'est douteux. Si je mets le point d'interrogation après, c'est intéressant. Donc, tu vois, favori, tu as vu comment je contourne la question. Non, mais en tout cas, on aime ton sens de la formule. C'est gentil. Et très honnêtement, je ne sais absolument pas quel Liverpool on va voir contre le PSG. Et le problème, c'est que Liverpool eux-mêmes ne savent pas à quoi ils vont ressembler. Est-ce qu'ils vont... Évidemment, il va y avoir une volonté de réaction, parce que tu parles quand même de joueurs qui ont été champions d'Angleterre il ne faut pas oublier, il y a moins d'un an. Il ne faut pas quand même exagérer. On parle de joueurs qui, certes, ont des problèmes un petit peu sur le déclin, on est d'accord, mais on parle aussi de joueurs qui sont nouveaux dans cette équipe de Liverpool et qui sont plutôt bien intégrés. Encore une fois, je reprends. Si jamais le PSG laisse à Wirtz et à Ekitike la liberté de combiner comme ils ont combiné pendant la première demi-heure contre Manchester City, ça va être très intéressant pour les Reds. Donc, je pense que Luis Enrique est au courant. Hein. Je lui fais confiance pour avoir décortiqué ça à la loupe et même au microscope. On lui fait confiance aussi. On parle d'individualité offensive. Il y a peut-être, alors des matchs dans le match, il y en aura plein. On peut peut-être s'intéresser à Ousmane Dembélé et Hugo Ekitike, justement. Dembélé, d'abord, quand je te parlais, Elton, d'une équipe qui semble arriver à sa meilleure forme au meilleur moment, c'est peut-être en particulier vrai pour Ousmane Dembélé, qui sera l'atout numéro 1. Encore un but spectaculaire ce week-end, un doublé d'ailleurs, mais Dembélé en très grande forme comme facteur X de cette équipe. Il arrive dans les mois de la vérité, il arrive dans les meilleurs moments. Il se connaît, Ousmane Dembélé. Détail qui a été très intéressant, vendredi, il a terminé un match complet. Ce qui est très important quand on parle d'Ousmane Dembélé, parce que entre le fait de digérer la saison dernière, digérer le Ballon d'Or, il y a eu la blessure en équipe de France. On a vu un Ousmane Dembélé qui, sur la première partie, n'a pas forcément eu de continuité. Et là, on a eu l'impression que le PSG a pris toutes les précautions possibles pour arriver sur le sprint final et avoir la meilleure version d'Ousmane Dembélé. Et là, on a vu, premier élément de réponse contre Toulouse, doublé. Et donc, c'est ce qu'on attend d'Ousmane Dembélé. On l'avait déjà vu, évidemment, lors du 8e de finale, aller contre Chelsea et sa capacité à être décisif. Là, on arrive sur les meilleures semaines où Ousmane Dembélé va être un élément prépondérant. L'élément prépondérant du côté du PSG, parce que aussi bien offensivement que défensivement, ça on le sait, il y a une équipe avec et Ousmane Dembélé. Offensivement, cette référence, cette pointe haute qui permet justement de rendre cette équipe imprévisible pour l'adversaire, prévisible pour lui-même. C'est le leitmotiv de Luis Enrique. Et tout ça est rendu possible par Ousmane Dembélé. Et défensivement, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé vendredi dans l'implication défensive. On a vu un PSG comme on l'a rarement vu du côté de la Ligue 1, et c'était que Toulouse. Et pourquoi je dis c'était que Toulouse? Manière de dire que, en fait, ils savent très bien que là, le sprint final arrive, et que là, on est sur les matchs qui vont décider au niveau des titres. Et par rapport à ça, on a Ousmane Dembélé qui est attendu, d'autant plus que face à Liverpool, l'année dernière, et tout du moins sur le match retour, il avait été performant. Et donc, on n'attend pas moins d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre. Philippe, on a envie forcément de reparler d'Hugo Ekitike, on en a déjà parlé avec toi, mais est-ce qu'il a gagné le droit là d'être considéré comme l'arme offensive numéro 1 de Liverpool à l'abord de cette double confrontation, Hugo Ekitike? Oui, absolument. Il y a encore toujours un petit peu de déchets, on va dire. C'est pas nouveau, hein, mais pour ce qui est de la vivacité, de l'imagination, c'est un joueur, moi, une chose que j'adore chez Hugo Ekitike, c'est que c'est un attaquant, il n'y a jamais de relâchement sur les 90 minutes. Il est tout le temps, il a l'esprit constamment en ébullition, et c'est pour ça que j'insiste encore une fois sur sa relation avec Florian Wirtz, parce que Dieu sait que ce Liverpool, on avance souvent comme explication de son moins bien cette saison par l'arrivée massive de nouveaux joueurs. Et moi, ce que je vois, c'est que les plus grandes satisfactions pour Liverpool cette saison, ce sont de nouveaux joueurs. Florian Wirtz et Hugo Ekitike qui sont sur la même longueur d'onde. Ça va très très vite. Hein.
ça va très vite au niveau athlétique, physique et dans les pieds, mais ça va surtout très très vite dans la tête avec les deux. Et franchement, ce que je vois de Ekitike dans la création comme également dans la finition, même si ça lui arrive de louper quelques occasions, c'est franchement épatant. Et tu sais, je te le dis, je l'ai répété, je rêve de voir une équipe de France dans laquelle Hugo Ekitike soit numéro 9. Mais bon, ça, c'est pas mon problème, c'est celui de Didier Deschamps. Bon, a priori, en tout cas, il a gagné le droit d'être titulaire côté gauche et de beaucoup permuter. Donc, une partie de ton vœu a été exaucée, Philippe. Voilà. Messieurs, merci beaucoup pour votre analyse détaillée de ce match à venir. Philippe, avant de te libérer et de parler de Ligue 1 avec Elton, un mot quand même de l'autre fait majeur de ce week-end de FA Cup, c'est cette défaite, cette élimination d'Arsenal contre Southampton. Les 2 derniers matchs d'Arsenal, c'est donc une défaite en finale de League Cup, une élimination en Cup. C'est quand même pas des très bons signaux à l'abord de ce sprint final en Première Ligue et en Ligue des Champions quand même. Non, c'est même pas bon du tout. En fait, je me suis dit: «Comment est-ce que je vais résumer ce match pour toi?» Et en fait, en quelques mots et j'ai écrit: «Possession, domination, occasion, mais pas concrétisation». Voilà le résumé du match d'Arsenal contre Southampton et le résumé du match d'Arsenal contre beaucoup d'autres équipes cette saison. Et il semblerait qu'il faille qu'ils aient 5-6 occasions pour en mettre une au fond. Et c'est beaucoup trop. Tu as également un problème lorsque ton meilleur joueur contre Southampton, bon, alors certes, n'oublions pas, d'une part, Southampton va bien en Championship, et petit 2, c'était à domicile en FA Cup, ce qui est toujours très particulier comme atmosphère. Mais le meilleur joueur a été un gamin de 16 ans qui s'appelle Max Baumann, bon, qui est un talent exceptionnel. Mais je dis bien, quand je dis exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Tu vois, je fais avec des petits tirets. Je marque bien chaque syllabe. Et le fait que ce soit un gamin de 16 ans qui soit la tête et les épaules au-dessus de ses partenaires, ça t'en dit quand même long, sur les problèmes que connaît Arsenal en ce moment. Et malgré le retour de Martin Odegaard, malgré le fait que Kai Havertz est maintenant en condition physique pour pouvoir commencer un match, il y a des choses qui vont un petit peu mieux. Gabriel s'est blessé, mais bon, le Gabriel de cette fin de saison, c'est pas celui de la saison passée, je peux vous le garantir. Et donc, tu te poses vraiment des questions. Tu te poses des questions parce que tu sais ce qui les attend. Alors, le Sporting, a priori, tu te dis, bon, sur le papier, ça devrait le faire, mais bon, le Sporting, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Et ils ont quand même sorti la révélation de l'année en Ligue des Champions, Bodo Glimt. Mais tu vas au-delà, tu regardes le championnat d'Angleterre et tu te dis, il y a intérêt à gagner ce match qui arrive contre Bournemouth le 11 avril. Parce que je vous rappelle, si j'ai besoin de vous rappeler de ce qui suit le 18 avril, c'est un déplacement à Manchester City. Donc, la seule bonne nouvelle pour Arsenal, c'est le fait qu'ils ont un match en moins à jouer, qui est la demi-finale de la FA Cup. Mais c'est vraiment la seule bonne nouvelle du week-end, parce que pour le reste, c'était très tristounet, très tristounet. Bon, ouais, on va suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passera effectivement entre Arsenal et le Sporting. Attention au piège pour les Gunners et on en reparlera à coup sûr de ces Gunners sur cette fin de saison avec toi, Philippe. Merci beaucoup pour toutes ces analyses. On te libère, Philippe, et nous, on va parler un petit peu de Ligue 1 entre nous avec Elton. Salut, Philippe. Bon, Elton, on revient aux affaires nationales, à notre bonne vieille Ligue 1 qu'on apprécie. Alors, on dit un peu toutes les semaines qu'il s'est passé beaucoup de choses. Là, il s'est quand même vraiment passé beaucoup de choses, beaucoup de leçons à retenir de cette nouvelle journée, à commencer par le fait que la course au titre est peut-être terminée. On a le sentiment que oui, la course au titre en effet est bientôt terminée avec cette défaite de Lens lors du derby et pas seulement une défaite, ce qui s'apparente comme une humiliation ou plutôt un prêté pour un rendu. Match aller, il y avait eu 3-0 pour le RC Lens. Match retour, 3-0 pour Lille au stade Pierre-Mauroy. Ouais. Et pour revenir sur Lens, on a le sentiment que voilà, sur ce qu'on appelle les mois de la vérité, les mois où il faut aller chercher un titre, et Lens cale sérieusement et que la défaite contre Lille déjà est absolument méritée et que en plus ce retard commence à s'accumuler. Je dis ce retard théorique parce que le PSG, dans l'absolu, doit encore remporter son match contre Nantes, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas le choc entre les deux formations. Donc, Lens prend de plus en plus de retard et pour moi, le titre est quasiment terminé. Ouais, 4 points la lutte pour le titre, tout du moins. Ouais, 4 points de retard pour Lens sur le PSG, en sachant que Paris compte un match de moins. Ça ressemble quand même à un petit gouffre. Donc, tournant dans la course au titre,
Tournant peut-être aussi dans la course à la Ligue des Champions. Alors, c'est pas aussi net au classement, hein. Il y a 5 équipes qui se tiennent en 2-3 points. Lutte très très serrée, mais est-ce que toi, en ce qui concerne les résultats, donc une victoire de Monaco 2-1 contre l'OM, une victoire donc du LOSC face à Lens et les dynamiques de fond, est-ce que quand tu prends tout ça, tu as l'impression qu'il y a un déclic qui s'est passé sur cette journée de Ligue 1 et plus globalement sur les dernières semaines en faveur de certaines équipes? Plus qu'un déclic, une confirmation, parce que tu l'as évoqué, pour moi, la dynamique sera prépondérante sur ce sprint final. Sur ce sprint final où il y a il y a des équipes qui se tiennent en très peu de points. Il y a des grands gagnants, notamment par rapport à cette notion de dynamique. Monaco, Ouais. évidemment, Monaco, et le LOSC. Le LOSC qui a fait coup double, c'est-à-dire même coup triple, aller sur le podium, être troisième de Ligue 1, avoir une remontée à la faveur de victoires, et surtout gagner des matchs face à des poursuivants en direct. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est question de Rennes, il est question de Marseille, et à un degré moindre, il est question de Lens, parce que Lens, évidemment, est à 9 points, mais Lille s'est redressé en allant gagner face au haut de tableau de Ligue 1. On ne parle pas notamment d'une dynamique face au bas de tableau de Ligue 1, mais plutôt face au haut. Et pour revenir sur Monaco, on voit une équipe depuis sa dernière défaite mi-janvier contre Lorient. C'est une équipe qui remonte au classement, une équipe qui remporte les matchs qu'il faut remporter et qui arrive avec de la confiance. Hier, Monaco a pu être bousculé par Marseille, mais à la différence de la première partie de saison et même du début du mois de janvier, on avait un Monaco qui n'a pas craqué, un Monaco qui a été même impitoyable et cynique au moment d'aller porter les stockades dans le camp marseillais. Donc pour moi, sur cette notion de dynamique, il y a Monaco et Lille. Et sur la dynamique qui est négative, on pourrait évoquer l'Olympique Lyonnais qui ne s'en sort plus. Ouais. L'Olympique Lyonnais qui ne s'en sort plus. Et à un degré moindre, l'Olympique de Marseille qui enchaîne une deuxième défaite de suite après Lille. Est-ce que, au-delà de cette journée-là, tu penses que ça peut être les deux gros perdants de cette fin de saison, les deux Olympiques? Alors, on n'oublie pas Rennes non plus, mais Stade Rennais qui est une équipe assez irrégulière, qu'on n'arrive pas trop à lire. Est-ce que Lyon et Marseille peuvent encore se relever et arriver dans le top 4? Alors oui, évidemment, il faut faire attention à ça. Ça peut être très relatif. Et peut-être que le calendrier plutôt abordable pour Marseille va les sauver. Ouais. Et donc, pour les hommes d'Abibay, en dépit du fait qu'ils ont perdu, ils ont eu aussi des moments où ils ont gêné Monaco. Et donc, pour moi, ils peuvent repartir de l'avant. Pour l'Olympique Lyonnais, j'ai l'impression qu'il y a un problème footballistique de fond, un problème de footballistique qui devient de plus en plus important. Et que là, même si, encore une fois, ils ne sont pas décrochés, parce que je rappelle, ils gagnaient le match à Angers, ils étaient sur le podium, et ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon, Hilton, je te demande de te mouiller. Non, Paris 1, Lens 2, qui fait 3 et 4 sur la fin de saison? Non, sincèrement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que moi, au départ, j'étais sur la tendance, il y aura un statu quo. Il y aura un statu quo, et ni Lyon ni Marseille ne vont sortir du top 4. Il se trouve que l'Olympique Lyonnais, depuis, est sorti, et Marseille est 4e du championnat. Mais là, franchement, c'est très compliqué. Bon, en tout C'est cas, très compliqué. c'est très compliqué et ça va être très excitant. Et moi, perso, j'ai déjà hâte quand même des deux multiplex de fin de journée qui pourraient être quand même assez dingues. Merci Elton pour ton analyse. On va te libérer. On a été complet sur PSG Liverpool, sur la Ligue 1. Il est temps de rejoindre Anna Caro et de parler de Liga et de Ligue des Champions encore, bien évidemment. Bonne semaine à toi, Elton. Bonne semaine. Allez, on enchaîne avec la Liga et on accueille notre spécialiste du foot espagnol, Anna Caro. Salut Anna, est-ce que tu as passé un bon week-end de foot espagnol? Ah oui, on a passé un très bon week-end, franchement, week-end assez plaisant. Alors, avec pas forcément les résultats attendus pour les gros, mais des petits clubs qui ont vraiment bien régalé, donc un bon week-end sur le plan du jeu. Bon, l'info majeure, on vient de parler de fin de course au titre en Ligue 1 avec Elton. C'est peut-être un peu la même mélodie du côté de l'Espagne, puisque le Real s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Majorque, pendant que le Barça a battu l'Atlético. 7 points d'écart 7 points d'avance en faveur du Barça désormais. C'est terminé maintenant cette course au titre? En tout cas, en Espagne, oui, elle est donnée pour finie. Clairement, c'était les gros titres dimanche matin la victoire du Barça dans la soirée, la défaite du Real juste avant. C'est vrai que souvent, quand ça se passe comme ça, quand le Real perd juste avant
Le Barça a une certaine pression et c'est des moments où parfois le Barça ne gagne pas parce que justement c'est presque trop facile, on va dire. Ouais. Surtout que là, ça se jouait contre l'Atlético, donc il y avait quand même ce petit suspense de se dire bon, le Real a perdu contre Mallorca, mais est-ce que le Barça va réussir à le faire contre l'Atlético? Finalement, oui. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, la course à la Liga est donnée pour complètement scellée, avec en plus cette question sur l'avenir d'Arbeloa côté Real, de dire que bon, il n'y aura pas de titre en Copa del Rey, il n'y aura pas de titre en Liga, il lui reste juste la Champions pour espérer briller. Et c'est vrai que cette fin de course au titre en Liga, finalement, ça a une conséquence aussi sur son avenir à lui, parce qu'il va devoir être obligé de gagner un titre en Champions s'il veut ne pas être viré à la fin de la saison. Bon, on a défaite du Real et énorme surprise. On parle beaucoup de Kylian Mbappé dans la presse espagnole. Je suis un peu ironique parce qu'on a parlé beaucoup de Kylian Mbappé ces dernières semaines, la gestion de sa blessure, Vinicius qui s'exprime mieux sans lui. Et là, il y a ce débat qui revient encore et toujours et j'ai l'impression qu'il prend de l'épaisseur sur un Real qui serait meilleur sans Mbappé qu'avec lui. Est-ce que c'est un peu le coupable idéal désormais ou est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Alors, c'est un peu le coupable idéal de fait, mais il paye surtout en fait le scénario de ces enchaînements de rencontres. C'est-à-dire qu'avant la trêve, Mbappé ne joue pas. Le Real Madrid enchaîne 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Enfin, il rentre en jeu enfin contre l'Atlético, mais voilà, essentiellement ces victoires se sont faites sans lui. Et Ouais. sans lui, le Real Madrid joue très bien. Il joue sans doute du mieux possible de ce qu'on ait pu voir du Real Madrid cette saison. Donc évidemment, quand Mbappé revient et que le Real propose ce qu'il a proposé sur la pelouse de Mallorca, c'est-à-dire pas grand-chose, avec donc du coup Mbappé comme en titulaire, évidemment, le coupable est tout désigné, c'est la faute de Kylian Mbappé. Alors, est-ce qu'il est responsable? Oui et non, dans le sens où effectivement, quand lui est titulaire, le jeu passe énormément par lui et ses coéquipiers ont tendance vraiment à se cristalliser sur le fait que lui obtienne des bons ballons dans la profondeur et ça va être à lui derrière de bien les finir, ce qui n'a pas été le cas contre Mallorca. Est-ce que c'est pas un peu de la faute aussi du Real, tout ça, parce qu'au final, ça n'a pas été très bien géré? On a vu Vinicius qui a démarré sur le banc contre Mallorca, alors que lui enchaînait pourtant très bien. Alors, il y a l'excuse de la fatigue parce qu'il était en trêve avec le Brésil, certes. Mais c'est vrai que cette accumulation de petites choses font que, évidemment, derrière, on tombe sur Kylian Mbappé. Et plus ça va, plus les critiques sont assez lourdes contre lui. On le traite voilà, d'être égoïste, de vouloir faire le Kylian Mbappé FC. Donc, c'est vraiment des critiques qui commencent un peu à peser. Et il faut savoir qu'en plus, quand on regarde les personnes qui s'expriment, c'est des personnes qui sont plus ou moins liées avec la direction du Real Madrid. C'est-à-dire que quand elles se font écho de ces critiques-là dans la presse, ce n'est pas un hasard. Et sans doute qu'il y a un peu de ras-le-bol, alors au moins au niveau de la direction du Real, côté staff, côté sportif, difficile de savoir. N'empêche que, il y a eu quasiment une demi-heure consacrée à critiquer Mbappé hier dans El Chiringuito. Et c'est quand même pas vraiment une bonne nouvelle pour le Français parce que voilà, c'est quasiment les mêmes reproches qui lui sont faits actuellement au Real Madrid que celles qu'on pouvait lui faire au PSG. Et d'ailleurs, Pedrerol, qui est le présentateur de Chiringuito, disait montrez la vidéo de Luis Enrique, Arbeloa a montré la vidéo de Luis Enrique qui critiquait le fait que Mbappé ne défende pas à Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est toujours ce cercle-là qui revient. Et c'est vrai que ce contexte-là n'est pas forcément peut-être favorable à Mbappé, en tout cas, avant le match contre le Bayern. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de la part de la presse espagnole de reprocher au Real de moins bien jouer sans Kylian Mbappé, alors que le Real n'a jamais produit un jeu flamboyant ces dernières saisons pour remporter même ses Ligues des Champions? En fait, là, ce qu'il faut pour mettre fin au débat, c'est que Kylian Mbappé se remette à marquer des buts. Oui, très clairement. Et très clairement, s'il marque un doublé, voire plus contre le Bayern, tout ça sera oublié. Mais le fait est qu'effectivement, quand Mbappé est sur le terrain, il cristallise beaucoup l'attention déjà de la défense en face. Son jeu en tant que numéro 9 commence à être plutôt bien lu, bien compris par les adversaires. Et c'est vrai que du coup, il y a moins de variété dans le jeu du Real Madrid.
Et c'est quand même assez vrai de dire que sans lui, le Real a particulièrement bien joué parce qu'on le disait, la menace, elle vient de tous les côtés. Quand il y a pas Mbappé, il y a moins ce côté, on se focalise juste sur un joueur. Il y a un peu de vrai quand même dans les critiques de cette partie-là. Bon, évidemment, le jeu du Real Madrid, ça va faire 3 saisons maintenant qu'on Ouais. ne se régale pas forcément à aller voir jouer. Mais c'est vrai que quand Mbappé est titulaire, il y a peut-être encore plus cette notion de jeu très stéréotypée. Et il y a aussi un gros facteur qui change, c'est que les saisons passées, le Real, quand il était en grande difficulté contre des euh, clubs comme ça de seconde zone qui jouent le maintien, il arrivait toujours plus ou moins à s'en sortir, à égaliser, marquer même le but de la victoire dans les derniers instants. Et c'est quelque chose qui n'est plus vrai cette saison. Alors que par exemple, si on compare avec la période où Mbappé n'était pas là, Valverde, lui, par exemple, avait pu jouer ce rôle de sauveur en l'absence de Mbappé. Donc, le fait d'avoir ce Real Madrid qui perd un peu ce côté de son âme, finalement, de réussir à gagner en toutes circonstances, ça revient évidemment sur Mbappé parce qu'en fait, Mbappé, il serait adulé s'il était ce fameux sauveur-là. Sauf que la fête est que contre Mallorca, qui est un club qui joue la relégation, il n'a pas été le sauveur et c'est un peu facile de retomber sur le buteur. Mais quand on est Kylian Mbappé et qu'on marque autant, c'est autant de critiques que de louanges. Bon, il va jouer gros le Français et le Real aussi face au Bayern. Peut-être un tout petit mot pour finir. Décidément, on n'est pas tendre avec les Français et ça va pas très fort du côté de Madrid pour eux. Mais sur Eduardo Camavinga, qui lui, alors on parle de critiques sur Mbappé, c'est quand même un stade au-dessus encore pour Camavinga qui traverse des heures très difficiles. Oui, alors les critiques pour le coup sur Camavinga sont peut-être plus justifiées pour le coup si on parle Ouais. d'un point de vue sportif parce que c'est vrai que quand il est sur le terrain, il apporte pas grand-chose et on lui est beaucoup tombé dessus parce qu'il revient pas pour défendre sur le but marqué par Morlanes ce week-end à Mallorca. Il est hyper passif défensivement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on constate depuis plusieurs saisons. Maintenant, ça fait quand même 5 saisons qu'il est au Real Madrid. Et il y a la sensation vraiment qu'il ne progresse pas. Il avait été recruté pour être un des remplaçants du trio magique au cœur avec Modric, Kroos et Casemiro. Et aujourd'hui, il est très, très, très loin de pouvoir prendre la place d'un de ces joueurs-là. Il a beaucoup de lacunes, de perte de balles un peu d'inattention, de beaucoup de lacunes aussi d'un point de vue défensif. Il a beaucoup de mal à défendre sans faire de faute. Et c'est vrai que là, on sent quand même que euh, la roue tourne pour lui. Il passe derrière Thiago Pitarch, qui est un jeune qui vient d'être promu en première division. Euh, il y a un peu la sensation qu'on arrive à un fin de cycle pour lui au Real Madrid. Et si ce n'est que le cycle est vraiment démarré un jour. Parce que vraiment, c'était juste 5 années de galère pour lui. Et limite, les heures où on les a vus où on l'a vu lui le plus flamboyant, c'est quand il était latéral gauche. Donc c'est vraiment pas une bonne période finalement pour lui ce Real Madrid et il faut qu'il progresse parce que c'est quand même hyper frustrant de le voir à ce niveau-là quand on voit le niveau qu'il pouvait afficher à Rennes. Ouais, puis à ce rythme-là, c'est peut-être sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde qui risque d'être remise en question. On verra ça dans les prochaines semaines. On va finir quand même en évoquant ce choc 100% espagnol qui nous attend mercredi, donc en quart de Ligue des Champions. Il y a donc Real Bayern mardi, Barça Atlético mercredi, remake du match qui a eu lieu ce week-end en Liga. Ça va être un match sous tension. Il s'est dit beaucoup de choses après, notamment des décisions arbitrales contestables et contestées. Voilà, grosse tension avant ce choc. Oui, c'est pas vraiment surprenant parce que l'Atlético, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'ils essayent quand même de parler plus ou moins sur l'arbitrage. Alors c'est Ok. c'est fait de façon, on va dire dissimulée, hein, pour éviter d'avoir des problèmes derrière. Mais là, on peut plutôt leur donner raison sur ce qu'ils, critiquent parce qu'effectivement, l'arbitre semblait avoir pris les bonnes décisions lors de ce Atlético Barça ce week-end et à chaque fois est revenu sur cette bonne décision, à cause entre guillemets de la VAR qui l'a appelé et c'est vraiment ce que dénonce l'Atlético de dire mais comment c'est possible que l'arbitre prenne les bonnes décisions et qu'en fait l'arbitre de la VAR derrière l'influe pour prendre les mauvaises décisions. Alors normalement c'est un sujet qui doit être discuté avec le comité arbitral espagnol. Là, il n'y aura pas de problème d'arbitrage espagnol puisque c'est de la Ligue des Champions, mais évidemment, le sujet
est quand même assez brûlant parce que il y a quand même une petite musique en Espagne qui dit que ce soit le Real ou le Barça qui serait avantagé par l'arbitrage, etc. Et on sait que Diego Simeone est quand même quelqu'un d'assez chaud, on va dire, sur le banc. Donc, ce genre de climat, de tension avant, c'est quand même compliqué, d'autant qu'il y a cette partie-là sur l'arbitrage, évidemment, mais il y a aussi une autre partie où Lamine Yamal a encore été pris à partie, lui, par les supporters de l'Atlético au Wanda, avec des insultes racistes. Et donc, Ok. tout ça fait qu'on n'est pas dans un climat hyper sain avant de lancer un quart de finale de Ligue des Champions. C'est dommage, mais malheureusement, c'est assez fréquent quand même en Liga qu'on ait ces polémiques autour de l'arbitrage. Ça faisait même un peu longtemps presque qu'on n'en avait pas parlé. Donc voilà, on en est encore à ce stade-là. Mais malgré tout, ces quarts de finale sont des matchs très différents de ce qui s'est joué ce week-end en Liga, parce qu'on le rappelle, l'Atlético est complètement largué en Liga et donc avait fait tourner, avait même mis des jeunes titulaires dans son 11 face au Barça et avait plutôt bien tenu tête, parce que finalement faire 2-1 quand on est réduit à 10 assez vite, c'est quand même plutôt un bon score encourageant pour l'Atlético. Mais donc ce seront des rencontres totalement différentes, ce soit mercredi ou mardi d'après, avec le 11 titulaire de l'Atlético, celui-là même qui avait fait énormément de mal au match aller en Copa del Rey. Bon, on a hâte de voir ça parce qu'effectivement, c'est toujours assez spectaculaire les Barça Atlético ces derniers temps. On va suivre ça de près et on débriefera bien sûr entre le match aller et le match retour avec toi, Anna. Merci beaucoup pour toutes ces analyses, toutes ces infos. On te souhaite une belle semaine de Coupe d'Europe. Tu vas être bien impliqué avec ces 2 clubs espagnols encore en lice. Et puis on te retrouve lundi prochain. Nous, on termine du côté de la Bundesliga. Salut Anna. Allez, on termine ce tour d'Europe en Allemagne et on rejoint notre spécialiste Bundesliga, David Lortolari. Salut David, j'espère que ton week-end s'est bien passé. On va parler du Bayern et de la Ligue des Champions. Parlons quand même de Bundesliga. D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce week-end ? Je vois que notamment Dortmund s'est imposé. Oui, alors c'est toujours un peu le refrain de la saison avec ce Borussia Dortmund qui ne séduit pas, qui propose un jeu qui ressemble pas à grand-chose et qui pourtant, à la fin des rencontres, contre quasiment tous les adversaires, s'impose ou fait match nul, mais souvent s'impose. Les 2 seules défaites de Dortmund en Bundesliga, c'est l'aller contre le Bayern, le retour contre le Bayern. Et là, face à un Stuttgart qui a tout tenté pour s'imposer, Dortmund a fait le dos rond et marque 2 buts dans les arrêts de jeu à la fin du match. S'impose. Les supporters sont un peu honteux du spectacle proposé, mais Dortmund assure et consolide semaine après semaine sa 2e place. On retrouvera Dortmund la saison prochaine en Ligue des Champions, c'est désormais certain. David, on vient aussi, alors pas à la chasse aux œufs en ce lundi de Pâques, mais à la chasse aux infos sur Mayence, prochain adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence. On va parler de C1, mais il y a d'autres Coupes d'Europe aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe ? Parce qu'on sait que Strasbourg peut avoir des ambitions sur cette fin de saison européenne. Quel type d'adversaire, quel type de forme ? Raconte-nous tout sur ce Mayence. Oui, Mayence, c'est nouveau là, depuis quelques semaines avec l'arrivée du nouvel entraîneur, un certain Urs Fischer, le Suisse, qui avait fait des miracles et des merveilles avec Union Berlin il y a quelques saisons, qui avait fait monter le club jusqu'en première division, puis en Ligue Europa Conférence, puis en Ligue Europa, puis en Ligue des Champions. Et Urs Fischer se retrouve à Mayence en cours de saison, dans cette saison 25-26, et redresse le club. Mayence n'était pas bien du tout, il n'y avait pas de confiance, le club était dans les places dangereuses en championnat. Et puis depuis l'arrivée de Urs Fischer, on a un petit peu rationalisé tout ça, on défend bien, et avec quelques arguments offensifs, notamment un certain Paul Nebel, qui est l'un des joueurs intéressants de cette équipe au milieu de terrain. On a retrouvé de la joie de jouer et on a retrouvé des succès, des réussites, des résultats. La preuve ce week-end avec la victoire à Hoffenheim, qui était un prétendant à la Ligue des Champions, la sensation de la saison qui se tasse un peu en ce moment. Mayence s'est imposé 2-1 à l'extérieur et c'est peut-être pas le meilleur moment pour Strasbourg pour rencontrer cette équipe. Ça va être un vrai choc entre des équipes qui ont de l'ambition finalement, de l'ambition européenne dans la saison actuelle et pour la saison prochaine, parce que Mayence s'est quand même maintenant bien redressé et c'est extirpé de la zone de relégation. Donc voilà, danger pour Strasbourg parce qu'une équipe qui va crescendo, qui est en train de retrouver de la confiance et de la qualité de jeu.
Bon David, on va basculer si tu veux bien sur ce Bayern Real, ce quart de finale de Ligue des Champions qui nous attend mardi, quart de finale aller. Prenons des nouvelles du Bayern. Victoire 3-2 face à Fribourg ce week-end avec un Bayern mené 2-0 jusqu'à la 80e minute. Il a réponse à tout ce Bayern, David. Oui, il a réponse à tout et les statistiques sont intéressantes sur un point. On ne veut pas nous s'abreuver de chiffres. Il y a un point intéressant, c'est que le Bayern est très fort dans le dernier quart d'heure. Dans le dernier Ok. quart d'heure, c'est l'équipe la plus forte de Bundesliga. Alors en Europe, je n'ai pas regardé, mais voilà, il y a cette capacité avec la confiance. Ça, c'est l'ADN aussi du club, hein, avec la confiance qu'on peut renverser tout le monde, la capacité à marquer des buts dans le dernier quart d'heure et ce week-end en particulier, 2 buts après la 90e minute. Et le petit Lennart Karl, qui vient de fêter ses 18 ans là, il y a quelques semaines, s'est enflammé, emballé, lui qui a marqué le but de la victoire, le but du 3-2 contre Fribourg, s'est enflammé en disant « Nous nous sentons invincibles ». Alors, c'est des formules un petit peu naïves, si on veut, mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que même quand le Bayern est mené, en l'occurrence là ce week-end, 2-0, on produit du jeu et on a la sensation qu'une solution peut être trouvée à tout moment, à chaque action, par un changement éventuellement. Vincent Kompany avait ménagé certains joueurs et en a fait rentrer, je pense par exemple à Pavlovic après l'heure de jeu ou environ à l'heure de jeu. Toujours des Ouais. solutions dans le dernier tiers, dans le dernier quart d'heure et même dans le temps additionnel d'un match. Alors là, il y avait un gros temps additionnel, 8-9 minutes, mais ça veut dire quand même que oui, la confiance accompagne ce Bayern du début à la fin, même quand il est bousculé, quand il est mené, comme ça a été le cas ce week-end en Forêt-Noire. Et même quand il est privé de Harry Kane, parce que c'était l'une des informations aussi de ce week-end, le Bayern qui joue sans Kane, et c'est toute l'interrogation à l'approche de ce quart contre le Real, où il en est, Kane, est-ce qu'il va être apte à disputer ce match? Alors, on se souvient, hein, Thomas Tuchel avec la sélection avait dit, c'était mardi dernier, il a été touché, on va pas prendre de risques, c'est léger, c'est à partir de rien, c'est venu de rien du tout, cette légère alerte, mais on va pas prendre de risques. Donc, Harry Kane n'a pas joué du tout en sélection. Et lorsqu'il est rentré à Munich dès le mercredi pour des analyses, dans la foulée, le directeur sportif Max Eberl a dit pas d'inquiétude particulière. Alors attention, c'est la communication officielle du club. On sait qu'il y a beaucoup de diplomatie dans ce cas-là et on cache un maximum de choses dans les clubs professionnels. Mais on a entendu Kimmich aussi ce week-end, le capitaine, lorsque Neuer n'est pas là ou c'est l'un des capitaines, Kimmich, dire, même en fauteuil roulant, Harry Kane jouerait un match comme ça. Donc même s'il a peut-être quelques douleurs, on verra demain, bien sûr, au moment de la composition d'équipe, même s'il y a quelques douleurs, je doute fort que Harry Kane soit laissé de côté. Ça voudrait dire, si Vincent Kompany ne le titularisait pas, que c'est plus sérieux que ce qu'on nous a annoncé. Voilà, pas d'informations plus précises que ça, mais Harry Kane est attendu par les dirigeants du Bayern, par ses coéquipiers, évidemment par les supporters aussi. Peut-être, Arthur, il faut qu'on dise un mot de ce qui se passe quand il n'est pas là, parce Bien sûr. que le jeu est un peu moins fluide. Le jeu est un peu moins fluide quand il n'est pas là, parce que Harry Kane dépasse sa fonction de buteur, bien sûr, et c'est un peu plus compliqué pour trouver un jeu très, très, très léché quand il n'est pas là, mais le Bayern a quand même des solutions. Ce week-end, à titre d'exemple, Serge Gnabry en pointe, Rafael Guerreiro derrière lui. Et puis sur les ailes, bon, les solutions, on les connaît. Il y a Luis Diaz, il y a Michael Olise. Donc le problème est moindre sur les côtés. Mais Vincent Kompany avait opté pour cette solution-là. Gnabry en pointe, qui est quand même pas un mauvais attaquant du tout aussi pour finir les actions. Et puis Rafael Guerreiro derrière lui. Ça, c'est un peu plus discuté hein, du point de vue des supporters. Rafael Guerreiro quittera le Bayern en fin de saison. Et on estime à Munich, quand on est un peu sévère, un peu dur, qu'il n'a pas tout à fait le niveau d'un meneur de jeu de top niveau. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Vincent Kompany trouve des alternatives quand il n'y a pas Harry Kane, mais de mon point de vue, le jeu est quand même un peu moins fluide, un peu moins simple quand l'anglais n'est pas là. Il y a quand même des joueurs qui marquent beaucoup de buts, on l'a déjà évoqué cette saison, mais autour de Kane, Luis Diaz qui marque beaucoup, Michael Olise décisif. Et on a quand même l'impression, vu de l'extérieur, que le plan de Vincent Kompany, c'est quand même que tout ne repose pas sur un seul homme. On est quand même tenté de penser que même s'il y avait cette mauvaise surprise
d'un forfait de Harry Kane, le Bayern serait quand même très très menaçant, ou est-ce qu'on pense qu'il faut absolument qu'il soit là pour ce genre de rencontre? Non, je crois que tu es dans le vrai, effectivement, sur ça. C'est un fait qu'il y a quand même des porteurs de performance dans cette équipe du Bayern. Le 4-2-3-1 de Vincent Kompany ne bouge jamais. Ça, quels que soient les joueurs sur le terrain, ça bouge jamais. Alors, il y a du bricolage en défense. Ce week-end, on a vu Tom Bischoff, le milieu de terrain, jouer arrière gauche et marquer 2 fois. Ça veut dire que ce Bayern, quand même, chaque joueur arrive à dépasser ses fonctions, etc. Je parlais de porteurs de performance. On pense à Kimmich, bien sûr. On pense à Konrad Laimer, qui partait de loin dans la hiérarchie en début de saison, et l'Autrichien est l'homme à tout faire et dépanne un peu partout. On pense bien sûr aussi, devant, tu les as cités, à Olise et Luis Diaz, qui peuvent intervertir leur position, qui peuvent aussi tous les deux jouer dans l'axe. Le petit Lennart Karl, qui commence à vraiment, vraiment prendre du temps de jeu aussi, peut jouer aussi bien comme ailier droit que dans l'axe également. Et puis pour Serge Gnabry, c'est la même chose. Il préfère être dans l'axe, il préfère être derrière Harry Kane, mais il peut être aussi ailier gauche, Serge Gnabry. Voilà, donc tous les joueurs qu'on a cités là, c'est quand même du haut niveau, et c'est quand même des joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Et je l'ai constaté au fil de la saison, pas seulement à l'entraînement, mais sur le terrain aussi, Arthur, qui s'entendent quand même très bien. Il faut être clair, avec Harry Kane, ça circule mieux, il y a plus d'entente, c'est plus instinctif. Mais sans Harry Kane, ça reste du haut niveau aussi, et je crois pouvoir affirmer aujourd'hui pour notre semaine qui s'annonce que même sans Harry Kane, le Bayern est un prétendant à la victoire contre le Real, aussi parce qu'il y a le contexte dans la tête des joueurs, l'histoire récente entre les deux clubs et la volonté de battre ce Real qui a souvent, les dernières années, fait du mal au Bayern. Et ça, c'est un argument aussi mental, psychologique, bien sûr, pour réussir à gagner sur la double confrontation qui vient. Bon, très 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 belle affiche avec ou sans Harry Kane, effectivement, on devrait prendre beaucoup de plaisir. Merci beaucoup David pour ces infos. On te laisse là et on vous laisse là aussi, amis spectateurs. Merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain, évidemment, pour une nouvelle émission. Vendredi, vous aurez le FC Stream Team en direct sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. D'ici là, passez une très bonne semaine. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver les meilleurs moments de cette émission sur eurosport.fr. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Partagez, commentez. Vous avez l'habitude du petit topo. Merci à toutes et à tous et très belle semaine de foot. Salut.